une surface rocailleuse, de sinistres cratères d'impact, d'inquiétantes calottes glaciaires. Aux premiers abords, Akiton n'a rien d'une planète habitable. Et pourtant, la vie s'accroche à elle depuis une éternité, alors qu'elle se meurt lentement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Radio Absalom, dans lequel nous allons parler de la planète Akiton. Et je vais commencer par saluer mon compère de toujours. Salut Chacha, comment vas-tu ? Salut, ça va ? Bah ouais, écoute, ça fait un petit bout de temps, on a un peu traîné sur le mois de janvier, mais bon, on est de retour. C'est vrai, match janvier un peu compliqué, mais c'est la vague de froid, ça. On a eu du mal à travailler sur Akiton avec cette vague de froid. Oui, on a été un peu malade, on a bourlingué, comme on pourrait dire, mais vous en faites pas, on est de retour, et puis je te propose qu'on attaque tout de suite, sauf si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on démarre ? Non, pas du tout. Parfait. Et ben dans ce cas, je vais vous laisser allumer vos communicateurs et intercepter les ondes de Radio Absalom. Alors, commencez à présenter cette planète Akiton. Faut que vous imaginiez une planète, un peu une genre de planète Mars. C'est-à-dire une immense planète sur laquelle il n'y a plus d'eau, en tout cas plus sous forme liquide, puisque au nord et au sud, bien sûr, se trouvent des calottes glaciaires appelées Hyverter, où le froid est très rude et très sec, très agressif. Et où le reste de la planète est un immense désert avec d'immenses trous, que ce soit des cratères, des canyons, des falaises, des monts également. Bref, une immense planète sèche et aride. Et sur cette planète, on peut retrouver pas mal de choses. Mais tout d'abord, je te propose un peu de peut-être nous expliquer ce qui se passe avec notamment le cœur de cette planète. Parce qu'il est un peu particulier. Eh ben, ouais, cette planète rocailleuse, a priori, comme pour la planète Mars, elle aurait été à un moment donné verdoyante. Et ce qui expliquerait le fait que la vie qui continue à exister est un peu plus difficile à sa surface, c'est que c'est le noyau de la planète qui semblerait se refroidir. Donc ça veut dire en fait concrètement que ce noyau qui refroidit, il refroidit depuis plusieurs milliers d'années maintenant, et du coup les gens ont été obligés de s'adapter. C'est ça qui va traduire l'aspect un peu désertique en haut. Mais surtout, c'est ce qui va se traduire par cette culture de la survie qui est au centre même de la planète Akiton. Ouais, comme tu le disais, déjà, je pense qu'on peut le dire dès maintenant, mais en fait, on avait parlé de la planète Castrovel dans un épisode précédent, et la planète Castrovel a des liens avec Akiton, notamment des portails qui permettent de s'y rendre. Et une partie de la culture de Castrovel vient de la volonté justement de ne pas reproduire l'échec, on va dire, un peu de l'écologie autour d'Akiton, qui est à l'inverse de Castrovel, une planète plutôt minière. On a utilisé les ressources de la planète et ça bien avant la faille, bien avant le gap. Et ouais, c'est une planète aujourd'hui où il est difficile de vivre, et où il y a notamment énormément de ressources matérielles. Et quand je parle de ressources matérielles, je parle de décharges, plutôt de vaisseaux et de technologies en toutes sortes. Ouais. Ce qui attire un peu la population ici, et ce qui
l'aide un peu à survivre, on va dire. Ouais, quand je disais culture de la survie, effectivement, c'est on est dans un monde qui est post beaucoup de choses, post-industriel, post-apocalyptique en grande partie parce que c'est très compliqué. Tu as parlé de la calotte de froid là, tout au nord, Mhm. mais dans les déserts, cette culture, ça va faire des choses à la Mad Max, mais c'est aussi post vaisseau, quoi, tout simplement, avec ces décharges à ciel ouvert, c'est clair. Du métal à l'intérieur, des mines métallifères qui ont pour la plupart fermé, hein. Donc la plupart des personnes qui travaillaient sur Akiton, qui avaient des revenus qui étaient plutôt stables, se sont vues complètement désinvesties de leur travail avec une forte crise économique. Oui. Et notamment, c'est le tastérone qui est la substance que l'on trouvait sur la planète Akiton, la seule planète dans ce petit coin de la galaxie qui permettait avant le drift de faire des voyages subluminaires. Donc en fait, le carburant essentiel de tous les voyages spatiaux pendant tout un temps conséquent. Si on compte cette crise économique avec ce filon qui s'est perdu avec la découverte du drift, plus un cœur qui se refroidit et qui rend la vie difficile, plus le fait qu'on trouve des décharges à ciel ouvert parce que c'est une planète poubelle, ça vous donne un petit peu une idée de ce qu'on appelle cette culture de la survie en fait sur cette planète. En effet, c'est vraiment, voilà, comme on disait, une planète post, quoi. C'est-à-dire que il s'est passé beaucoup de choses avant, donc c'est pour ça qu'elle a toujours un minimum d'intérêt, qu'il y a toujours des gens qui s'y rendent, des gens qui y vivent. Mais elle a perdu tout ce qu'elle avait de vraiment intéressant, on va dire. Et l'habitat sur place, c'est passablement compliqué, hein. Un humain moyen ne peut pas respirer à l'air libre vraiment, hein. Il peut tenir quelques secondes parce qu'il reste encore un tout petit peu d'oxygène qui peut traîner autour de la planète, mais dans l'ensemble, pour survivre, il lui faudra un équipement adéquat. Ouais, exactement. Mais il y en a quand même, hein, il y en a quand même. D'ailleurs, on les appelle les Illis, les humains qui vivent sur Akiton. Et à côté de ça, il y a évidemment d'autres espèces qui sont, elles, plus adaptées à cette planète. On en décompte 4 autres, Ouais, principales, je dirais. ouais, exactement. On va retrouver bien évidemment donc, les Isoki. Donc eux, vous les connaissez bien, hein. On rappelle, c'est les hommes rats, qui est une espèce jouable dès le manuel de base de Starfinder, hein. Voilà, une espèce assez sympa à jouer, assez marrante. Et donc souvent les Isoki que vous pourrez jouer sont originaires d'Akiton. Mm-hmm. On a aussi les Ikeshti qui sont mes préférés parce que j'aime bien tout ce qui est un peu lézardeux, et ce sont des hommes lézards qui ont d'ailleurs une particularité sur laquelle on reviendra après quand on détaillera les différentes espèces. Ouais, mais pensez globalement, c'est des vesques rouges. Hein. Oui. En tout cas, pour vous faire une image un peu en tête, c'est ça. Après, Oui, on va détailler, bien on va se sûr. rendre compte que c'est pas du tout les mêmes espèces, mais visuellement parlant, imaginez un peu ça, vous serez pas très loin de l'idée de ce qu'est un Ikeshti. C'est des hommes lézards, quoi, mais plus proches de ce que peuvent être les Iruxi chez Pathfinder, quoi. Ensuite, on a les contemplatifs d'Ashok, ça je sais que tu les aimes bien. Ah, les contemplatifs, ouais, c'est... Pareil, c'est assez drôle, mais dans l'idée, c'est des cerveaux qui flottent dans les airs. Ils ont un tout petit corps encore accroché au cerveau. Mais un gros cerveau. Qui sert pas à grand chose, où il n'y a même pas de main au bout. Enfin, vous pouvez imaginer un bras qui est presque pointu au bout, et il n'y a pas de main, il n'y a rien, et vraiment, c'est surtout un gros cerveau et un tout petit corps qui pendouille en dessous. Et pareil, c'est une espèce qu'on va développer peut-être un peu plus en détail après, mais ouais, juste les cerveaux flottants, moi, voilà, je trouve que c'est très science-fiction et je trouve ça très drôle, la culture un peu de cette espèce. Et puis enfin, comme toute planète un peu, voilà, un peu désertique, etc., on va retrouver aussi des genres de géants un peu, sauf que on est dans Starfinder, donc ils ont 4 bras, et on va les appeler les Shobadnais. Donc les Shobadnais, ce sont des géants du désert à 4 bras. Tu peux nous en dire un peu plus ?
Ouais, bon, j'ai pas grand-chose à en dire. Ce que j'ai noté, c'est que ce sont des chasseurs-cueilleurs et scavengers nomades. Donc c'est vos tribus qui habitaient sur la planète et qui n'ont pas d'habitat fixe. Donc ils sont, comme d'habitude pour toutes les tribus qui n'avaient pas d'habitat fixe, ils se sont fait niquer par ceux qui arrivaient ensuite, c'est qui avaient eux des habitats fixes. Ils ont une vision de la planète avec certains points importants qui correspondent à leur mythologie, mais on va les trouver quand même dans la plupart de la civilisation qui s'est étalée sur la planète, parce qu'ils vont faire les petits boulots à la con, ils vont être surtout recrutés comme mercenaires et gladiateurs, et en particulier je les aime beaucoup ceux-là parce que c'est peut-être le lien le plus direct que je pourrais faire avec l'univers de Dark Sun pour Donjon Dragon 2e édition et 4e édition si je me trompe pas. Mais Dark Sun, c'était Donjon Dragon à la Mad Max, et c'était un univers avec un territoire complètement désertique, et il y avait pour la première fois dans Donjon Dragon 2e édition la possibilité de jouer des demi-géants qui avaient une force prodigieuse et qui avait un peu ce rôle-là qu'on retrouve chez les Shobanais et qui sont sur Akiton. Donc je pense qu'une des inspirations de Paizo pour inventer cette planète Akiton, c'était aussi en quelque sorte de rendre hommage à Dark Sun, qui lui-même rendait hommage à Mad Max et à tout ce qui est monde post-apo. Donc c'est aussi une des raisons qui fait que j'aime beaucoup Akiton, c'est cette culture un peu post-apo, ce lien avec des formes de vie sauvages qu'on pourrait presque qualifier de barbares si on fait référence au monde de fantasy classique. Mais en même temps, on reste dans la science-fiction, donc il y a un truc intéressant à explorer avec ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'effectivement, tu l'as souligné, il y a un côté Mad Max. Si vous pensez à Fury Road, par exemple, vous avez une idée un peu de l'esthétique globale de cette planète. Hein. D'ailleurs, on pourrait imaginer un Mad Max Fury Road sur Akiton, avec le peu d'eau trouvable à l'état liquide qui devient une espèce de ressource que un gang ou quoi a pu prendre le contrôle, et votre groupe de personnages se retrouve ici à devoir gérer avec ce truc-là. Exactement. Tout à fait, ça serait tout à fait possible pour le coup, et ça serait complètement raccord avec l'ambiance de la planète. Donc là, on a nos 5 espèces. Ouais. Est-ce que tu veux qu'on en parle un petit peu de la géographie de la planète, ou est-ce que tu préfères qu'on développe un peu plus les espèces pour le moment ? Ah ouais, non, moi je veux bien faire rapidement la géographie. Je pense que les espèces, on en reparlera lorsqu'on parlera de la non-géopolitique. Ouais. Concrètement, géographiquement, c'est facile. On a dit que c'était du désert. Donc faut se figurer un désert. On a dit que ce désert, tout au nord, il y avait beaucoup de neige. C'est la calotte glaciaire qu'on appelle hiver-terre. Voilà. Bon, bah une fois que vous avez ça, après, vous imaginez une planète pour laquelle il n'y a pas grand-chose qui s'est développé au-dessus. Il ne vous reste plus que le relief. Et bah du coup, le relief, ça va nous donner des espèces de crevasses que l'on appelle la mer Irconienne ou la baie dorée. Alors justement, oui. Sur la mer Irconienne, excuse-moi, je me permets de te couper. La mer Irconienne, elle a un truc très intéressant, c'est qu'a priori, elle se serait créée suite à la collision avec un météore préhistorique qui aurait frappé Akiton avec un certain angle. Et c'est pour ça que, en fait, ce cratère-là, il a une forme un peu particulière, c'est-à-dire que vous allez trouver une petite traînée en ligne droite qui se creuse petit à petit dans la terre, avant d'arriver dans une espèce de grand, un peu demi-cercle patatoïde, qui ensuite est justement l'éclat de la météore sur cette zone-là. Et selon les chercheurs, les paléontologues ici, c'est après l'arrivée de cette météorite, une bonne partie des espèces aurait disparu, hein. Ça aurait eu un peu l'effet qu'on suppose avec les dinosaures, par exemple. Attends, tu veux dire que les dinosaures ont disparu ? Apparemment, pareil. Mais ils sont toujours sur Castrovel, t'inquiète. Mais sur Planète Terre, il n'y en a plus, malheureusement. Putain. Et que du coup, ça serait suite à ça que seraient apparus les Ikeshti et les Izoki, justement, qui sont les espèces humanoïdes plus faibles, qui justement ont pu du coup se développer parce qu'une bonne partie de la faune plus agressive aurait disparu à ce moment-là.
Voilà. Je trouvais tout le truc autour de ça. Enfin, c'est un cratère qui est là en fait depuis très 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 longtemps et qui potentiellement était là encore au moment où Akiton était verdoyant, quoi. Oui, on a des gros cratères, quoi. À côté des gros Mm. cratères, on a des collines. Voilà, on a des plaines. Et puis, on a un plateau aussi. Et puis, au centre de tout ça, vous avez une longue crevasse qui est la crevasse Sedayo, qui coupe un peu le territoire en deux. Mais bon, il n'y a pas grand-chose à en dire, puisque de toute manière, il n'y a pas de faune et de flore particulière. Enfin, si, faune, évidemment. Mais en gros, c'est principalement du relief. Donc après, faites-vous plaisir avec toute cette forme de relief. Et puis, voilà quoi, c'est la planète rouge. Ouais, globalement, y a pas grand chose en plus à en dire, en tout cas, point de vue vraiment purement géographique. Alors, si peut-être insister sur le fait que les chaînes de montagne, visiblement sur Akiton, n'ont absolument rien à voir avec nos chaînes de montagne à nous. J'ai fait quelques comparaisons. Le point culminant de Akiton, il me semble que c'est 35 km d'altitude. Et c'est K, le pilier du ciel. Alors j'ai voulu comparer avec le Mont Blanc ou l'Everest. Le Mont Blanc, on est à peu près à 5... Enfin, pour l'Everest et le Mont Blanc, on est à peu près à 5 km d'altitude. Donc imaginez-vous qu'en fait, la plus haute montagne de ce territoire, c'est 7 fois le Mont Blanc. Ça vous donne une idée quand même. De l'immensité du bazar, quoi. Voilà, quand on parlait de relief, en fait, il faut que vous alliez, faut que vous pensiez au relief, il faut que vous le maximisiez. C'est-à-dire quand on parle de crevasses, c'est des grosses crevasses. Quand on parle de ravins, de cratères, de tout ça, vous maximisez à fond. C'est-à-dire que vraiment, si vous décidez de faire du vélo sur Akiton, il faut avoir de sacrées cuisses. Même si, a priori, la gravité devrait vous aider. Mais il faut avoir de sacrées cuisses parce que vraiment, le relief est hardcore. Et d'ailleurs, il me semble que dans le relief, on retrouve les canyons qui te plaisent tant. Ah ouais. Mais moi, puisque c'est aussi la planète au canyon. Et puis, il y a des volcans aussi, parce que sans volcan, c'est pas drôle. Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect vraiment physique. Mais au-dessus de cet aspect physique, on a aussi des risques naturels. Donc, les tempêtes de sable, classiques, parce que sinon c'est pas drôle. Ça c'est vraiment, vous allez plutôt les retrouver dans les plaines, hein. Quand vous allez vers le sud de la planète, il y a les plaines Kaviri, et celles-ci sont régulièrement traversées par des tempêtes de sable. Mais si vous vous rapprochez vers le nord, vers la calotte glaciaire, là, vous allez avoir des vortex polaires. Je ne sais pas ce que ça signifie, c'est dans le manuel, vous en faites ce que vous voulez. J'imagine que ça fait froid et que c'est des tempêtes, mais comme ils disent vortex, à mon avis c'est un peu plus hardcore que ça. Il y a un petit côté qui doit t'aspirer ou quoi. Ouais, mais en fait, voilà quoi. On en fait ce qu'on veut. Et puis il y a les éclairs orange aussi. Là c'est pareil, le manuel nous dit éclair orange, Oui. débrouille-toi. Ah ça c'est un truc. Donc éclair orange, ça doit être des éclairs qui doivent être orange et qui doivent traverser le ciel. Ça me fait penser à ce qu'on voyait dans le jeu vidéo Dune, le premier du nom de Cryo, dans lequel quand le ver de sable arrivait, et d'ailleurs dans le film Dune, celui de Lynch, hein, le vrai, quand le ver des sables arrivait, il y avait des éclairs orange qui étaient au-dessus. Je suis pas surpris d'ailleurs, si ça, à mon avis ça viendrait de là, mais... Je suis très étonné d'ailleurs qu'on n'ait pas de ver de sable. On pourrait peut-être avoir des vers des sables, en tout cas on n'en a pas, j'ai pas vu l'info sur les bouquins. Il y a des vers géants probablement. Après c'est pas spécialement mentionné, en tout cas ça a pas l'air d'être une planète régie par ça. Mais je pense que si vous voulez intégrer des vers qui traînent dans les cavernes rocheuses d'Akiton, on est raccord, hein, y a aucun problème là-dessus. Et puis tu l'as pas mentionné, mais il y a aussi des trucs qu'on peut retrouver comme partout, c'est-à-dire que comme c'est une planète mourante, vous imaginez bien aussi qu'il y a potentiellement des terrains instables, des effondrements, des éboulements, des choses comme ça. Bref, tous ces trucs-là un peu classiques, vous allez les retrouver aussi. Hein. Si vous vous amusez à vous aventurer dans une des fissures, vous n'êtes pas forcément complètement à l'abri.
Et dites-vous bien que quand vous êtes tout au sol, au fond d'une fissure, la lumière ne vous atteint pas. On parle de l'échelle d'Aquiton, donc c'est des trucs immenses de immenses. Donc clairement, quand vous êtes tout en bas, il n'y a pas de lumière, il n'y a rien, il fait beaucoup plus froid. C'est d'ailleurs là-dedans qu'on va retrouver les contemplatifs, qui eux sont terrés complètement dans leur petit coin, reclus dans les cavernes au frais, pour justement échapper à toute la faune et tous les dangers de cette planète. Ouais, mais alors du coup c'est ça qui est visiblement les plaques tectoniques bougent un peu plus que dans notre planète chère planète Terre. Donc oui, ça fait des trucs instables. Et puis surtout, en tant que MJ, si vous voulez faire jouer vos groupes de personnages sur Akiton, vous pouvez largement investir ce que vient de dire mon collègue estimé camarade. C'est-à-dire que en fait, la planète est pas tant explorée que ça, mais parce qu'en fait, personne n'a envie d'explorer cette planète, elle est dangereuse. Il n'y a pas assez de structures économiques ou d'infrastructures pour accueillir de vraies grosses équipes de recherche. Donc forcément, si vous avez une équipe de recherche qui veut aller étudier une montagne ou un ravin, ils vont être assez peu nombreux avec du matériel qui sera peut-être pas aussi fort que ce qu'on pourrait croire. Et puis il y a aussi le reste. Les mines qui ont été complètement abandonnées et qui créent aussi de l'instabilité dans certains endroits de la planète. Donc une planète hostile en fait, finalement. Ouais, clairement, c'est pas la teuf. Clairement, c'est pas la teuf. Mais ma foi, c'est une planète qui, du coup, pour vos aventuriers, est idéale en fait. Et alors, du coup, pour nos aventuriers, idéal géopolitiquement, ça dit quoi en fait cette planète ? Ça dit pas grand chose géopolitiquement, parce que tout simplement c'est une planète qui a été abandonnée en fait. Au-delà d'elle-même, le fait de complètement se péter sur elle-même, d'être post tout ce que tu veux, c'est aussi une planète qui certes fait officiellement partie des mondes du pacte, mais globalement c'est une planète qui n'est pas trop régulée, qui n'est pas trop régie. C'est une planète où la station n'a que très peu d'influence. Bref, c'est un peu les bas quartiers, donc il y a des corpos qui traînent encore sur place. On a notamment Vitatech Industries, qui est la plus grosse. Ouais, on va revenir dessus. Ouais, on va pas pouvoir revenir dessus. J'aime beaucoup Vitatech. Voilà, donc il y a quelques corpos qui traînent encore, beaucoup de mafias évidemment, et beaucoup de cités locales en fait qui sont gouvernées par le plus fort, j'ai envie de dire globalement. Tu sais, à qui sait qui va montrer qu'il a les plus gros bras, qui va prendre le pouvoir sur une région, sur une ville, sur un village, sur voilà, c'est. Ouais, j'avais effectivement noté que la chute économique a fait que beaucoup de gens se sont cassés, et donc du coup ça fait un peu l'effet Détroit aux États-Unis, c'est-à-dire que vous avez des territoires qui sont complètement désinvestis, avec des pauvres populations qui n'ont pas pu quitter le territoire parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Et donc ça nous fait des zones un peu, j'irais pas jusqu'à dire non-droit, mais voilà, c'est des zones où il vaut mieux connaître le chef de guerre du coin local pour être un peu protégé. J'avais noté aussi qu'il n'y avait pas de commission régulatrice, effectivement tu l'as dit, pourtant Akiton fait partie du pacte, mais les commissions régulatrices qui normalement sont chargées de faire office de gouvernement ont disparu avec les premières chutes de budget, donc ça me fait un peu penser à ce qu'on a pu voir dans certains dans la Russie post-soviétique, quoi, au début des années 90, où ça a été difficile de restaurer un état de droit, quoi. Sauf que là, ça dure. Ouais, c'est ça. En fait, ça a trouvé une espèce d'équilibre dans cette espèce de chaos complet. Alors, un équilibre qui convient pas à tout le monde, bien évidemment, mais voilà. Après, c'est toujours pareil. En fait, on l'a dit, le maître mot, c'est quand même la survie dans cette planète. Donc, en fait, ça marche à la relation, au business, si t'as quelque chose d'intéressant pour l'un, pour l'autre. Ça marche sur, je sais pas, ça peut être les paris. Enfin, imaginez tous les trucs un peu underground, pas très légaux, pas très régulés. Et globalement, vous allez retrouver un peu l'ambiance de la planète, quoi. Il y a notamment beaucoup de choses qui ont lieu grâce au combat de gladiateurs aussi.
Oui, le manuel décrit un petit peu tout ça. Ils vont très vite. Mais pour la question des gladiateurs, en fait, la plupart des cités qui restent sur la planète ont leur arène de gladiateurs. Ça permet un peu de canaliser la violence intra-communautaire qui peut avoir lieu dans certaines cités. Et du coup, c'est la ligue qui gère ces combats de gladiateurs, c'est la Ligue des Trois Balafres. Mais ça, c'est l'aspect un peu émergé de l'iceberg qui parle. Parce que en fait, derrière ces arènes très officielles qui sont sponsorisées par des grands groupes, il y a beaucoup de circuits clandestins qui essayent de préserver les combats traditionnels de la planète qui existent depuis des milliers d'années et qui en fait se ressemblent plus là à ce qu'on a dans Fight Club. Donc on a une culture de la violence aussi, derrière cette culture de la survie, qui est très prégnante dans les cités-États. Bah, qui dit survie par tous les moyens, que ça soit par la force, par l'intelligence, par la ruse, par tout ce que vous voulez, en fait. Forcément, ce qui prône un peu le plus, c'est évidemment la force et ces trucs un peu spectaculaires, très, très peplum aussi. Ah oui. Dans l'idée, avec ces grandes arènes, ces grands colisées qu'on va retrouver un peu dans les quelques villes et cités-États, entre guillemets, qu'on peut retrouver sur la planète. Et puis c'est ça, ça me fait énormément penser au Tatooine de Star Wars épisode 1. Cette espèce de truc où il y a une espèce de mafia locale qui régit un peu le truc, mais en fait ce qui tient globalement le corps dans tout ça, c'est les paris. C'est les courses de modules de décharge ambulantes, et puis voilà, ça va se batailler pour une mini pièce d'un vaisseau spécial, machin truc, et puis ils ont leur espèce de monnaie un peu locale, où il y a les crédits officiels, et il y a ce qu'eux ils utilisent entre eux, tu vois, enfin tu sens bien, il y a ce côté-là aussi dans Akiton, où globalement c'est de la ferraille et de la débrouille, quoi. Et alors, du coup, c'est quand même assez intéressant parce que là, nos auditeurs vont avoir l'impression qu'on est en train de décrire un truc qui est dans un état de déliquescence avancée. Et malgré tout, ces cités-États, en fait, sont reliées les unes avec les autres par des caravanes qui vont rapporter les ressources essentielles. Parce que, bon, par exemple, l'eau, ou par exemple, ne serait-ce que les produits de première nécessité, ou avoir accès au marché global, qui est celui qui viendrait de la station Absalom, tout ça, c'est géré par des marchands ambulants, nomades aussi, qui vont aller de ville en ville. En général, il me semble gérés par des Izoki. Et du coup, on a des immenses caravanes qui traversent la planète de cité à cité. Des caravanes métallisées, protégées, avec sans doute des gardes qui viennent les sécuriser. Parce que qui dit caravane qui traverse un désert dans lequel la gestion de la sécurité n'est pas complètement assurée, forcément, on va avoir à côté de ça... En tout cas, il y a de fortes chances qu'elle soit privatisée au moins. Voilà, à côté, il y a les Raiders qui vont, eux, vouloir récupérer le matos qui est dans la caravane, qui, une fois qu'ils l'auront récupéré, passeront par le marché noir, etc. Donc, dans les cités, il y a des mafias locales, la criminalité. À l'extérieur des cités, vous avez les bandes de Raiders qui ont d'ailleurs des noms assez rigolos. Je vais en donner quelques-uns. Les Arroyo Boys, les Rasoirs Rouges ou les 9 Tempêtes de Sable. Alors ceux-là, on nous dit que ce sont des... C'est très années 80. Ouais, ouais, ça sent le cuir quand même tout ça. Hein. Alors les 9 Tempêtes de Sable, ce sont des anciens militaires Cassata qui ont leur propre royaume dans les crêtes. Donc les crêtes, c'est la chaîne de montagne. Voilà, donc c'est organisé. Attention à ne pas les confondre avec le crime organisé. C'est autre chose, c'est des punks dans le désert. Et voilà, ça nous donne un peu... ça nous donne un petit peu un aspect global. Ce que décrit le manuel, en fait, pour définir les différentes catégories de population, je crois que je l'avais relevé, c'est qu'on a les pillards opportunistes, donc ça, c'est ceux-là. On a les plutocrates bornés, c'est-à-dire ceux qui sont à la tête des cités, qui ne sont pas partis avec la chute du cours du stastérone. Donc des villes qui sont noyautées par ces réseaux de clientélisme et ces réseaux mafieux et sa corruption à outrance. On a les traditionnalistes endurcis, on va peut-être pouvoir en redire quelque chose. Ça, on va retrouver nos Ulkis et nos Chobadnais. Et puis on a le petit péon local, c'est-à-dire
le travailleur de base qui se fait ultra exploiter, qui est à 2 doigts de l'esclavage quand il ne tombe pas en esclavage pour payer ses dettes. Et donc ça nous fait cette ambiance-là où ces différentes cultures vont clasher parfois les unes avec les autres. Et donc en relisant la traditionnaliste endurcie, je voudrais que tu m'en dises quelque chose, puisque du coup c'est là qu'on va retrouver nos amis Chobadney et quelques-uns de nos Ulkis. Ouais, et ben écoute, je te propose de commencer par les Chobadney. Donc on l'a dit, hein, c'est ces genres de demi-géants à 4 bras, hein, qui sont plutôt très costauds, assez grands, etc. Donc c'est eux, on va les retrouver, on peut les retrouver facilement déjà dans les arènes de gladiateurs, et choses comme ça. Mais surtout, eux, ils ont un peu leur culture à eux. Et ils aiment pas trop que les gens viennent fouiller, donc ils ont facilement tendance à attaquer. Même les caravanes, etc. Et pas forcément pour piller la caravane, hein. Ils l'attaquent juste parce que la caravane a rien à foutre là, c'est leur territoire, donc ils y vont et ils la défoncent, quoi. C'est pas forcément les plus subtils des créatures, en tout cas au premier abord, mais il faut savoir qu'ils ont quand même un peu leur culture, et ils ont tendance à se réunir, notamment une fois par an au mont K. C'est le truc de 35 km d'altitude. Voilà, c'est globalement le plus gros mont, hein, de la planète. Donc faut savoir que eux, ils ont des pèlerinages, hein, initiatiques, qui consistent à aller escalader ce mont-là. Et ils organisent même, on peut même en trouver des guides, hein, qui peuvent vous faire monter et escalader ce mont. Mais ces guides-là, c'est pas pour rien qu'ils se font guides, parce qu'ils sont très résistants et tout, mais ils en profitent aussi pour vous faire passer par les endroits qui les intéressent. Et quand je dis ça, c'est surtout, comme ça, ils vous font pas passer par les endroits où vous n'avez pas à aller. Puisque eux, ils ont tendance à se réunir sur certains versants du mont, et ils ont pas très envie que vous veniez de vous mêler de ce qui vous regarde pas. Voilà. Globalement, ce qu'on peut en dire, hein, et puis après, on va les retrouver un peu partout sur la planète, à différents postes, hein. On peut les retrouver à faire de la sécurité, on peut les retrouver à gérer des petits endroits, des petits camps, des choses comme ça. Globalement, ils sont assez spécistes, on va dire. C'est-à-dire qu'ils s'aiment bien eux, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont leur... C'était les premiers habitants, et ils ont quand je disais, ils ont leur lecture du paysage qui est pas du tout la même que les entreprises minières qui s'y sont installées et qui voyaient une exploitation pour gagner de l'argent. Tu parlais de Cal, pilier du ciel, ça c'est super cool pour eux parce que c'est un peu leur lieu sacré. Mais à côté de ça, ils ont aussi un autre qui est un peu l'inverse, qui est Po, le cœur de la terre, qui lui se trouve un peu plus loin, et qui m'intéresse moi parce qu'en fait c'est leur zone d'habitat principale, puisqu'il y a des pâtirages naturels ici. Et en fait les Chobadney, avec la crise économique, ont servi plus ou moins d'exemple pour tout un tas d'espèces qui se retrouvaient sans emploi et qui ne savaient pas comment faire pour continuer à survivre. Donc il y a maintenant des zones de tension, notamment dans cet endroit-là, le Po, le cœur de la Terre, autour de ces zones de pâturage naturel, parce que c'est les quelques endroits avec une faune et une flore qui permettraient de pouvoir survivre. Et du coup, on a des nouveaux arrivants, souvent des humains Ulysse, qui se sont installés là, qui essayent de récupérer une part du gâteau. Et là, évidemment, les Chobadney, on va les traiter de xénophobes, mais c'est pas que cette question-là c'est surtout qu'ils veulent protéger leur territoire sur lesquels ils s'étaient installés depuis des générations et des générations. C'est leur planète, c'est leur culture, c'est leur espace, quoi, tout simplement. Et donc, ouais, c'est pour ça qu'ils peuvent se montrer assez vite agressifs avec les extérieurs. Et alors, ça peut prendre différentes formes. Soit ça peut être de l'agression pure, et dans ce cas-là, s'ils vous voient, ils vont chercher à vous dégommer. Mais ça peut être aussi peut-être un peu plus fin que ça, comme je disais justement avec le tourisme et tout, où en fait ils se font passer pour sympas, de manière à ce que vous ne veniez pas dans les zones que eux veulent protéger, quoi. Et donc à côté de ça, on avait parlé aussi d'une autre espèce qui vit sur cette planète, qui sont les Ikeshti. Oh,
Les Ikeshti, comme on l'avait dit, hein, c'est des genres de grands hommes lézards rouges. Ils entrent aussi dans la catégorie des traditionalistes, Ouais. hein, tout comme les Shobannet, tu as raison, parce qu'ils ont une culture qui est bien ancrée. Vas-y, je te laisse continuer. Mais surtout, eux, donc ils ont, en gros, ils ont une particularité. Donc ils vivent, hein, bien sûr, sur la planète, ils vivent entre eux, dans des petits camps reculés. Ils sont particulièrement résistants à tout ce qui va être environnementaux, hein, que ça soit la chaleur ou le froid, etc. Les écailles les protègent très très bien. Et à l'adolescence, il se passe un petit truc rigolo. Ouais, c'est cool. Enfin, rigolo, si on peut dire ainsi, c'est qu'en gros, ils doivent... alors, comment je peux dire ça mais en gros, ils ont un genre de rituel, on va dire. Ouais. Un rituel de puberté. Ils commencent à se sociabiliser à ce moment-là, ils commencent à se demander ce qu'ils vont faire de leur vie, quoi. Voilà. Toute personne qui a eu des adolescents dans son existence, ou... Non, je leur parle vous qui êtes passé par l'adolescence, mais maintenant, avec notre regard d'adulte face à des ados, en fait, ils sont tous pareils. Ils sont en rut, quoi. Voilà. Je savais pas comment énoncer ça élégamment, mais c'est un peu l'idée. Et en fait, ce qui se passe, c'est que soit effectivement ils arrivent à trouver quelque chose, des personnes, des espèces sur lesquelles ils peuvent justement un peu plus trouver leur voie et puis disons-le, réussir à défouler leur envie bestiale. Mais ça, c'est pour ceux qui n'ont pas trouvé Voilà. de compagne. Et ceux qu'on trouve pas, effectivement, ils virent, comment on appelle ça? Ils deviennent des ravageurs. Ravageurs, ouais, c'est ça. Et Ouais. alors là, effectivement, l'Ikeshi va avoir tendance à évoluer beaucoup plus, donc à être beaucoup plus grand et costaud, mais il va aussi être beaucoup plus agressif, voire devenir au-delà de la raison, Ouais. et du coup va devenir bestial, quoi. Si à l'adolescence les Iskeshti ne se reproduisent pas, leurs pulsions agressives par frustration prennent le dessus, ils perdent leur faculté mentale, ils deviennent complètement tarés. C'est un peu comme si la bête prenait possession du vampire dans Vampire la Mascarade, quoi. C'est un peu ça. Donc il faut absolument qu'ils trouvent une personne avec qui se reproduire. C'est pas forcément évident puisque les Ikeshti, ils sont en conflit avec d'autres communautés sur la planète, notamment les Izoki. Et du coup, voilà, il y a cette tension-là qui existe. Et si jamais, malgré tout, ils arrivent à s'accoupler, il y a un duel à mort entre les deux Ikeshki qui se sont accouplés. En général, c'est la femelle qui le gagne. Et de toute manière, l'Ikeshti qui arrive à survivre après ce duel à mort, si c'est un mâle, il va devenir gardien de couvée, c'est-à-dire qu'il va garder sa couvée et celle des autres. Et en gros, ils vivent pour faire naître pour Continuer à se reproduire, quoi, tout simplement, ouais. Pour la survie de l'espèce, quoi. voilà, de nouveau Ikeshti. Et puis par contre, les femelles, que si c'est elles qui réussissent à tuer le mâle avec qui elles se sont accouplées, elles vont devenir des congrégationnistes. Et c'est à partir de ce moment-là qu'elles vont commencer à participer à la vie en société et à s'occuper des adolescents. On est donc dans une société un petit peu matriarcale et puis très agressive. C'est ça que moi j'aimais bien, cette tension là autour de la nécessité de reproduction qui est très importante. Et puisqu'on était encore en train de parler des traditionalistes, il y a une tradition chez les Ikeshti qui est celle de se réunir régulièrement devant une grande statue. Alors je ne sais pas d'où sort cette statue, mais elle existe, donc il faut quand même lui faire un sort. C'est à Daldawat, donc devant une immense falaise, pas très loin de la mer Irkonienne. Vous avez une statue où on voit deux reptiles qui sont entremêlés et qui sont en train d'essayer de s'accoupler, en gros. Et c'est un lieu sacré pour les Ikeshti parce que c'est là que c'est un peu un lieu de rencontre, quoi. C'est là qu'ils vont faire un speed dating puisque ceux qui n'ont pas dans leur communauté trouvé un partenaire ou une partenaire avec qui s'accoupler se rendent à cet endroit-là pour espérer s'accoupler. Donc il y a quand même sur cette planète des territoires qui font référence à des traditions ancestrales, celles des Shobadne, celles des Ikeshti, et qui sont parfois mises en tension par des nouveaux arrivants, par des installations de personnes qui essayent de s'en sortir. Par ailleurs, nos Ikeshti ne sont pas tous sur la planète parce que ceux qui n'arrivent pas finalement à
Ah bah ceux qui arrivent à se sociabiliser, on peut les retrouver un peu partout, ouais, bien évidemment. Après, Exactement. ils peuvent partir à l'aventure, partir sur la station Absalom dans différents emplois plus classiques, hein, on va dire. Bref, s'ils réussissent leur épreuve, on va dire, adolescente, ensuite, non, il n'y a pas de souci. En fait, on va les retrouver. Ça peut être une espèce et des personnes tout à fait aimables, avec qui tu peux travailler, t'entendre. Ils peuvent être aventuriers, ils peuvent faire tout type de travail après au sein des mondes du pacte. C'est aussi qu'ils sont obligés, pour beaucoup, sont obligés de partir parce que c'est des populations pauvres globalement et ils sont en conflit avec les Isoki parce que comme les Isoki, ils ont tendance à se multiplier et donc il y a un peu conflit sur les postes. Les Isoki, à l'inverse, ça fourmille. Eux, ouais. ils ont pas d'épreuves comme ça, mais c'est des rats, hein, globalement. Donc en fait, ils vont vivre beaucoup plus dans le côté cratère et décharge. Et en fait, ils vont avoir tendance à faire des familles très nombreuses, quoi. Sinon, t'es en train de dire que nos amis Isoki sont tous crades, quoi. Non, je dis pas ça, ils peuvent être propres, c'est pas le problème. mais c'est vrai qu'ils ont tendance à vivre beaucoup plus dans la ferraille et à récupérer tous les matériaux qu'ils peuvent pour survivre, hein, pour se faire des habitats, etc. Et à protéger leur famille qui s'agrandit très vite et qui a tendance du coup à s'étendre, à partir à l'aventure, à tenter de se faire des vaisseaux, de construire des objets technologiques, etc. pour justement bouger en fait, que ce soit pour partir à l'aventure, pour découvrir des choses, pour améliorer la vie de la famille, pour plein de choses quoi. Du coup, maintenant qu'on a fait une petite description assez globale des cultures dominantes et des espèces dominantes de la planète, est-ce qu'on n'essaierait pas d'entrer dans les cités-états et voir un peu quelles distinctions on peut faire les unes avec les autres? Ouais, et ben écoute, moi je te propose de commencer avec la plus grande des cités-états d'Aquiton qui s'appelle Arles. Arles. Sur le plateau A-R-L. d'Arles-Cari. Facile. Exactement. Donc c'est une immense cité hein, située sur un plateau en hauteur. Moi ce que j'ai en visuel à ce moment-là, c'est, je sais pas si vous voyez dans Rogue One, il y a une planète qui s'appelle Jeddah. Et il y a une ville située tout en haut d'une falaise qui, spoiler, se fait détruire. Mais voilà, et en termes de visuel, moi je vois à peu près ça. À ceci près que c'est une cité beaucoup plus technologique, hein. On est toujours dans du cyberpunk, dans du space opéra, donc faut l'imaginer, mais avec des néons, beaucoup de monde, des vaisseaux qui peuvent voler autour, et surtout il y a sur cette cité une immense arène qui a été sponsorisée, financée par Vitatech Industries. Vitaritech. Et on s'est trompé au début, c'est... Ah non, c'est Vitatech ou Vitaritech? C'est Vitatech, hein. Ah. Et effectivement, en fait, cette arène sert pour les plus grands combats de gladiateurs de la cité et probablement de la planète. Et c'est une cité-état qui est gouvernée par ce qu'on appelle un Turok. Pas le jeu vidéo. Non, pas le jeu vidéo, du coup, il y a un H, ça change tout. Mais du coup, ce Turok là, donc, qui est le nom de la personne en chef de la cité, il y en a un actuellement qui s'appelle Val Ayos, qui est un humain, et justement qui prône un peu les combats de gladiateurs, la force pure, etc. Et qui du coup va instaurer cette espèce de rapport de force dans les cultures de la cité. Et quand je parle de force, je parle vraiment de force physique. Alors c'est rigolo parce qu'on nous donne pas vraiment d'informations sur ce Val Ayos. Par contre, on nous dit bien que les Turok ont été déposés à un moment donné et que lui, il a repris le pouvoir il y a pas très longtemps. Et on s'est amusé à regarder un des derniers manuels de Pathfinder première édition qui s'appelait Distant Worlds et qui en fait décrit en fait les mondes de Starfinder, mais à l'époque de la fin de Pathfinder 1. Et du coup, c'est rigolo parce que la ville de Arles apparaît, sauf que on est à l'époque de Pathfinder et que à l'époque de Pathfinder, le Tasteron, excuse-moi, j'y arriverai jamais. On va s'y faire. N'a pas été encore découvert, et donc du coup, en fait, on a bien les Turok cette fois-ci, à l'époque de Pathfinder, 4000
4317 si je me trompe pas, ou 4000. Bon bref, je sais plus quel est le calendrier de Pathfinder. Il y a donc des Turoks, et surtout le Colisée ne s'appelle pas Colisée Vitaritech, évidemment, il s'appelle le Forum Croix-Moisie. Donc ça veut bien dire que entre la description d'Aquiton à l'époque de Pathfinder et Aquiton dans Starfinder, les grosses entreprises comme Vitaritech se sont bien implantées sur place et ont racheté certains bâtiments qui donnent accès à des tas d'idées de scénarios. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que donc moi, c'est une partie que je connais un peu, mais j'ai pas creusé plus que ça. Parce que je ne jouais pas à Pathfinder 1 à l'époque, tout simplement. Je viens de le dire, hein, c'est un bouquin de James Sutter qui est aussi à l'origine, James L. Sutter qui a quitté Paizo depuis, qui est en freelance, mais que vous retrouvez dans le bouquin, dans le manuel de base parmi les auteurs de Starfinder. Donc il a un peu lancé le truc, et c'est aussi pour ça, d'après ce que disent ses collègues à Paizo qui ont travaillé avec lui, c'est un spécialiste du name dropping. C'est pour ça que dans toute la partie de description d'Aquiton, vous allez avoir des noms qui défoncent, hein, comme les Arrows Boy, les Arroyos Boy, pour les gangs, ou plein de noms de créatures dont on ne sait pas vraiment à quoi elles font référence. Le nom est juste trop cool, mais après, c'est un peu comme Michael Moorcock, c'est à vous de déblayer et de faire votre miel avec ça. Donc c'est plutôt cool, moi c'est rigolo de lire ça quand on vient de Starfinder et qu'on a passé du temps. Après, moi je serais assez pour dire que c'est un peu le leitmotiv aussi de Starfinder. Hein. Quand Oui, tu c'est lis vrai. les mondes du pacte, il y a des pistes pour des tonnes et des tonnes de trucs par planète, quoi. Et en même temps, il y a plein de trucs qui sont pas complètement développés. Et en fait, ce qui est une bonne chose, parce que du coup, ça te donne plein de pistes et de grains à moudre pour l'imaginaire. Et en même temps, tu as la place pour y mettre ce que tu veux quand toi, tu veux faire tes scénars de parties, de campagne, etc. Donc en vrai, moi, je trouve ça hyper cool. C'est clair que si tu prends la ville de Arles là, qu'on vient de décrire, il n'y a pas grand-chose en fait, à part le fait qu'il y avait des T-Rock qui ont été déposés, qui sont réinstallés, le lien, ce que je viens de faire avec Distant Worlds. Il y a des industries et des anciennes mines encore présentes, voilà. de la mafia, machin. Et puis voilà, après, mettez votre sauce, quoi. Mais bon, globalement, c'est une ville que vous allez principalement utiliser si vous avez envie de faire un scénar autour d'un colisée, autour des arènes. En revanche, si vous voulez par exemple plutôt aller vers une ville qui a bénéficié de la manne un peu minière, une des grosses villes, c'est Maro, qui elle se trouve un peu à l'écart parce que Arles est sur le plateau, et vraiment est sur un immense plateau, alors que Maro est plutôt vers les fossés, vers les crevasses, là où on trouvait justement le minerai à bon niveau. C'est une ville qui s'est vachement développée à l'époque de la ruée du Tastérone, et malheureusement en fait ce Tastérone, ça fait un peu comme il a permis à différentes classes sociales de vivre ensemble pendant un certain nombre d'années, en tout cas c'est ce qu'on nous dit, et que depuis la perte de la crise économique, du coup, il ne reste que quelques classes créatives qui sont restées sur place. Donc on a une culture de la nuit qui est très très importante. C'est un peu Berlin, la partie Berlin-Est après la chute du mur. On a les niveaux supérieurs qui sont touchés par une épidémie. Donc on a pas mal de coins où les populations les plus pauvres ont été touchées par des épidémies et tous les services sanitaires n'ont pas pu gérer. Et puis, les classes les plus riches ont quitté la cité. Donc on a une partie de la cité qui est déserte. Et il reste d'énormes panneaux publicitaires, d'énormes panneaux à néon, d'énormes infrastructures routières qui ont été développées à cette époque-là parce que la ville était en pleine effervescence. Et du coup, on nous parle de graffiti et d'overbike. Et après, on nous en dit pas plus. On nous dit aussi qu'il y a une guerre des gangs. Donc vous mettez les trois trucs ensemble, graffiti, overbike, guerre des gangs, et vous avez votre film d'action à la Akira des années 80. Surtout, en plus, c'était... faut imaginer un immense canyon. Et en fait, la ville s'étend sur les côtés de ce canyon, c'est-à-dire sur les falaises.
complètement et un petit peu au sol, mais surtout beaucoup en hauteur tout le long des falaises. Donc il y a des immenses structures tout le long des falaises, etc. Et partout, c'est rempli de lumière, de néons, de choses comme ça. Et en haut du cratère, vous avez la lumière du soleil qui vient percer à peine cette immense cité. Et déjà, c'est hyper beau, hein, mine de rien, c'est un peu de gueule. Il n'y a pas une représentation de Maro quelque part? Il me semblait avoir vu passer ça, mais je sais plus. Il y a une représentation de Maro, en fait c'est l'image d'Akiton dans le core rulebook, Ah, dans d'accord. le livre de base. Quand vous allez à la page d'Akiton, parce qu'il y a une petite section univers qui vous décrit rapidement chacune des planètes, l'image que vous voyez c'est l'imaginaire qu'on a autour de Maro. D'accord. Et elle est vraiment hyper belle et ouais, je trouve que elle va vers l'avant, elle donne envie de se plonger là-dedans. Donc ouais, très très cool. Pendant un temps, elle était surnommée la ville aux 1000 lumières, je crois. Ouais, c'est notre Détroit, Détroit-like. Ouais. Hein, Puis imaginez-là, elle s'étend sur 4 km et demi. Ouais. Alors, sur un canyon et tout, 4 km et demi, c'est long. Donc pareil, c'est une immense cité où vous avez pareil moyen de faire énormément de choses. C'est moins grand que la ville de Berlin, hein, en termes d'étendue. Oui. Mais on s'en fout. Mais voilà, ça fait quand même une cité assez grande, quoi, hein, on va pas se mentir. Donc ouais, on a Maro et Arles, effectivement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Après, dans mes souvenirs, on n'en a pas tant que ça. Moi, il y en a une que j'aime beaucoup, qui s'appelle Daza. Ah, bah oui, évidemment. Qui est une cité-état, mais plutôt sur le déclin. Hein. Quelle cité-état n'est pas sur le déclin? Quelle cité-état? Toutes les cités-états qu'on vient de mentionner, elles sont sur le déclin. Bah, ils ont fait tous les types de déclins, si tu veux. Celle-ci, effectivement, c'est Tchernobyl parce qu'elle s'appelle la cité de la fusion. Tout à fait. Et en fait, alors, cette cité, c'est très simple, c'est qu'en gros, donc bien avant la faille, etc., les ingénieurs avaient réussi à créer un puissant noyau énergétique qui mêlait magie et technologie, qui a priori se passait autour de ce qu'ils appellent la fusion, mais on ne sait pas exactement ce que c'est. Donc là, vous pouvez placer un peu tout ce que vous voulez, et notamment tout l'imaginaire autour des centrales nucléaires, etc. Quel bel imaginaire. Et ce truc-là a merdé, hein, bien évidemment, et donc a irradié toute la zone autour. Donc déjà a cessé de fonctionner, hein, donc il n'y a plus d'énergie produite avec ce truc-là. Et en fait, toute la cité a été irradiée, ce qui fait que, déjà, il y a pas mal de maladies, etc., qui sont là, et on se retrouve aussi avec cet imaginaire qui, pareil, est très années 80, oui. En fait, t'es irradié, donc du coup, tu vas avoir un troisième bras qui te pousse, tu vas avoir un deuxième poumon, voilà. Et donc globalement c'est rempli de gens un peu difformes de différentes espèces qui vivent là et du coup c'est devenu en fait un espèce de curiosité pour tous les chercheurs et anthropologistes et biotech et archéologues des mondes du pacte, parce que il y a toute cette espèce de réacteurs qu'on n'a jamais compris comment ils fonctionnaient, qui est à explorer, et en même temps il y a toute cette semblant de radioactivité, hein, c'est pas écrit radioactivité dans le livre, mais comprenez ça comme ça. Oui, il parle de radiation, mais bon, c'est ça quoi. Voilà, c'est un puits de curiosité immense pour une ville qui est, il en reste plus rien quoi globalement, hein. Les gens qui vivent là sont pauvres, à moitié difformes et malades, et ils tentent de survivre comme ils peuvent. Mais elle a trouvé depuis quelques années, on nous dit quand même, un peu sa porte de sortie, puisqu'on a des protections désormais contre les radiations, et c'est surtout un lieu de pèlerinage pour tous les disciples d'Horace, qui est la divinité du changement. Et donc en fait, il y a des personnes qui font le voyage pour aller là-bas, des personnes qui seraient atteintes de maladies incurables ou autres, et qui espèrent être changées par la proximité avec le réacteur. Mais d'ailleurs, c'est un des trucs qu'on n'a pas parlé, c'est qu'en fait, Akiton, au-delà de tout ce qu'on a pu vous dire, par son espèce de cité de planète déclin, un peu la manière où aujourd'hui Tchernobyl attire les Instagrammeurs, c'est aussi une planète un peu touristique, au sens où il y a des gens qui vont sur Akiton juste par curiosité, peut-être un peu malsaine, mais pour justement alors se recueillir sur ce qui s'est passé. Donc comme on le disait, ça peut être du pèlerinage, ça peut être de l'aventure d'ascension, ça peut être
de la découverte voilà, de zones inconnues. Vous pouvez vous faire cette imagerie aussi des populations riches qui vont découvrir comment vivent les populations peut-être un peu moins aisées sur une planète un peu plus aride. Enfin, Alors ça, en plus, c'est marrant parce que ça existait à New York au 19e siècle. Clairement, il y avait des populations bourgeoises qui payaient des guides pour aller visiter les quartiers des bas-fonds pour voir comment les pauvres, pour dire « Oh là là, des pauvres !» et ben c'est exactement ça. Et ben on retrouve ça sur Akiton. Il y a une espèce d'industrie du tourisme qui aide aussi Mais ouais. un peu la planète à survivre. C'est assez rigolo. De toute manière, dans Starfinder, comme on est dans un monde du futur, forcément le tourisme va avoir une implication beaucoup plus grande. On va trouver des touristes sur à peu près tout ce qu'on peut faire parce que c'est rigolo et parce qu'en plus, intégrer des touristes dans un scénar, c'est trouver des victimes potentielles que les PJ vont devoir sauver ou laisser mourir par un problème de catastrophe. Voilà. Tout à fait. Ce que je voulais dire quand même sur Dada, c'est que là, on a quand même, avec ce réacteur dont on sait pas trop d'où il vient, on a des références à d'autres types de jeux. Je repense à Numenera, dont j'avais déjà fait le parallèle. C'est-à-dire que dès qu'il y a des choses un peu étranges, ça me fait penser à ça. Et du coup, c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire que toutes les aventures que vous allez pouvoir faire autour de ça, c'est d'essayer de découvrir qui, pourquoi, comment ça marche, pourquoi en fait après des milliers d'années ce réacteur est encore en place et quel est le but de ces radiations, à quoi est-ce qu'il servait auparavant. Ça c'est pas décrit dans le manuel, donc vous êtes à vous de développer la cité de Daza comme vous le souhaitez. Vous intégrez juste des touristes, des populations pauvres, des mutants et c'est la fête. Et des guerriers dans des grandes arènes de gladiateurs. Exact. Parfait. Tu parlais de tourisme. Ouais. Il y a une autre cité aussi qui, elle, est pas du tout sur son passé de minière, mais sur son passé minier, pardon, mais qui fait du tourisme. Ah, tu parles de la forteresse des 5 dents, c'est ça? Non, on peut en parler, vas-y. Mais après, faudra que tu me parles du tourisme de déchetterie. Un type de tourisme que je ne connaissais pas. Ah, toi, tu voulais parler. Bah attends, on va commencer par les dépôts des Kefak. Allons-y. Si c'est ce que voilà. Donc ce qu'on appelle les dépôts de Kefak, c'est justement ce tourisme de déchetterie. Et donc c'est des gens qui viennent voir ces immenses ce qu'on appelle déchetterie. En fait, faut pas le voir comme la déchetterie que vous avez à côté de chez vous. Faut le prendre au sens. Oui, parce que ça ne trie pas. Il y a des zones, on soupçonne qu'il y ait peut-être eu des batailles spatiales ou des choses comme ça. Mais bref, il y a des zones vraiment qui sont des cimetières de vaisseaux et de technologies diverses, d'anciens bâtiments, d'anciennes. Peut-être d'anciennes mines ou des choses comme ça. Et qui, du coup, vont attirer la curiosité en fait, des gens des mondes du pack. Donc, il faut imaginer que peut-être ils vont faire de l'urbex. Ou alors ils vont venir justement voir ces anciens vestiges de vaisseaux d'une autre culture, qui ont d'autres architectures que les vaisseaux qu'on peut retrouver dans l'époque dans laquelle vous jouez. Bref, ça va être... on va avoir cet imaginaire un peu de pilleurs d'épaves qu'on peut retrouver. Je pense à Rey dans la dernière trilogie Star Wars, par exemple. Il y a ce truc-là, un peu... qui va attirer les gens. Et du coup, on les appelle des Kefak, qui sont justement ces pilleurs de déchetterie qui vont essayer de soit d'enquêter pour trouver des infos sur l'ancienne civilisation, ou soit tout simplement vont tenter de récupérer des pièces à droite à gauche pour potentiellement les revendre, notamment au marché ruche, par exemple. Oui, mais juste avant d'aller au marché russe, dire que le dépôt des Kefak... il y a quand même des hôtels et tout ça qui sont développés depuis quelques temps pour faire venir tous ces touristes, quoi. Ouais. Ouais, il y a des choses qui sont mises en place, il y a des péages. Vous imaginez bien qu'il y a des zones en tout cas qui sont contrôlées par certaines familles, certaines factions, certaines espèces, et que ils vous laissent pas rentrer comme ça comme ils veulent, quoi. Donc évidemment, il y a du tourisme, ils vont vous faire payer à l'entrée un péage, va y avoir un guide qui va vous emmener observer les trucs qu'ils veulent que vous observiez.
et il va surtout éviter de vous emmener aux endroits qu'ils veulent pas que vous alliez. Et ouais, et en fait, étonnamment, ça passionne une partie de la population de l'univers de Starfinder. Et en fait, ça permet à Keaton de survivre parce que du coup, ça lui fait un peu d'économie. Et en fait, il faut voir qu'il y a toujours un peu de mine, il y a toujours un petit peu d'échange économique, il y a toujours un petit peu de tourisme. Et en fait, par cette espèce de petit peu un peu partout, ça fait que la planète arrive à survivre. Tenir, entre guillemets, ouais, c'est ça. Culture de la survie, on a dit dès le départ. Et la culture de la survie. On y revient encore et toujours. Bon, tu voulais parler de la forteresse des 5 dents, puis tu viens de nous trigger sur Marché Ruche. On va où là? Parce que... Eh ben écoute, je te laisse, tu veux nous présenter la forteresse des 5 dents et je parle du Marché Ruche? Est-ce que ça te va? Ok, on va rester dans le... On va rester dans le tourisme, puisque la forteresse des 5 dents, c'est un peu votre parc d'attractions, globalement. Faut que je la retrouve dans mes notes pour que je puisse en parler aux auditeurs. Bon, globalement, ce que j'en avais retenu, c'était que c'était une forteresse qui était dans le ciel. Et que, pareil, on ne sait pas d'où elle sort. Elle appartenait à d'anciens seigneurs de guerre. On ne sait pas trop comment elle marche. On ne sait pas quel est son parcours de navigation. C'est un truc volant. C'est le château dans le ciel, si vous préférez. Ouais. Et comme on est dans Starfinder et que c'est rigolo, quand on a un truc comme ça qui vole, qui est une forteresse volante dont on ne sait plus à qui elle appartenait, on a perdu le seigneur de guerre, on ne sait plus dans quelle guerre elle appartenait, et on la transforme en parc d'attractions. Et donc du coup, parc d'attractions, attention, c'est pas n'importe quel parc d'attractions. Oui, c'est pas Disneyland, quoi. Voilà, chaque année, on organise ce qu'on appelle le raid de la pierre rouge. Vous avez vu, j'ai retrouvé mes notes. Le raid de la pierre rouge, j'ai noté, c'est un Interville vénère. Donc globalement, c'est des jeux à la Interville. Non, même plus que ça, c'est Fort Boyard, tu vois, mais en beaucoup plus vénère parce que vous êtes en l'air. Imaginez une attraction Indiana Jones, quoi. Vous êtes en train d'explorer une ancienne forteresse, une ancienne cité, et en fait, boum, vous marchez sur une dalle et bam, il y a des pics qui viennent devant vous, etc. C'est vraiment... En fait, chaque année, ils vont retruquer la forteresse, enfin même plusieurs fois dans l'année, en fonction des touristes qui viennent et tout, pour justement que les gens viennent et fassent une aventure, entre guillemets, d'exploration, mais bourrée de pièges potentiellement mortels. Donc un Interville ou un Fort Boyard vénère, comme vous préférez. Alors, par contre, ce qui est rigolo, c'est que le dirigeant de cette forteresse, c'est un Isoki qui est Zukar Nurkop. Et Nurkop, ça vous dit rien, mais c'est un des clans Isoki les plus importants et les plus riches de toute la planète Akiton. Et dès que vous allez avoir un Isoki Nurkop, ça veut dire qu'il fait partie d'un clan, faut pas trop les embêter. Et a priori, il y a des rumeurs qui traînent sur leur richesse. Elles viendraient de la dépouille d'épaves de vaisseaux qu'on aurait retrouvées dans un site qui s'appellerait Nurkop, riche pioche. On sait pas trop où est-ce qu'il se trouve ce site, mais globalement, c'est de là que viendrait leur richesse. Donc, encore une fois... Le name dropping, encore. Ouais, non mais oui, riche pioche, c'est un peu pourri par contre. Mais encore une fois... Moi, je pense que la trad aide pas, mais... Des scavengers, quoi. Et parmi ces scavengers et ce clan d'Isoki, cette magnifique forteresse touristique et intervillaise, voilà. J'ai présenter du coup la forteresse des 5 dents, c'est à toi de présenter le marché ruche. Alors, on reste un peu dans les zones touristiques, mais pas que, on va dire touristiques et commerciales, puisque le marché ruche, c'est un espèce d'immense bazar. Donc imaginez vraiment une zone au milieu du désert, où il y a un bazar qui s'étend sur quelques kilomètres, et vous allez retrouver un peu les commerçants de tous horizons, et notamment d'Akiton, qui vont vendre sur leur étal un peu tout et n'importe quoi. Donc ça peut être de la quincaillerie, ça peut être des fruits et légumes venus d'un peu partout des mondes du pacte, ça peut être des vêtements, ça peut être... voilà, imaginez à peu près tout ce que vous voulez dans cet immense bazar. Et aussi à moitié souterrain. Et qui est effectivement à moitié souterrain, c'est-à-dire qu'en dessous de ce bazar, il y a des grandes galeries souterraines. D'autres bazars, tout à fait. Et ces galeries souterraines, il y en a, en fait, elles emmènent toutes, plus ou moins, sous le mont K,
Le Mont K, on rappelle, là, c'est cet Ouais. immense monde. 35 km d'altitude, Voilà. 7 fois le Mont Blanc. Et Et c'est l'endroit où il faut pas avoir un guide Chobadney parce qu'il va vous il la va mettre vous, à il va l'envers. vous carotte. Clairement, il va vous carotte. Et du coup, ouais, cet immense marché russe, il arrive à tenir parce qu'il est tenu en fait par ce qu'on appelle des kulanes. Et alors les kulanes, c'est une espèce d'espèce qu'on ne piche pas. Donc faut imaginer un peu d'immenses, enfin des humanoïdes un peu homme-poisson dans l'idée. Ils ont les yeux noirs vitreux et éventuellement des petites écailles sur eux un peu scintillantes. Et ce qui est très bizarre avec eux, c'est que leur extrémité, donc que ça soit le bas des jambes ou la pointe des mains, est translucide, qui leur donne un espèce d'aspect un peu fantomatique. Et ce sont des êtres qui vont, on ignore un peu pourquoi, protéger le bazar. Donc ils font en sorte qu'en gros ça tienne. Donc si quelqu'un fait un vol à l'arraché, c'est potentiellement eux qui vont t'arrêter et faire on ne sait pas trop quoi de toi, mais voilà. Et tout ce qu'on sait d'eux, vraiment, c'est que cette espèce se rend régulièrement au Mont K, justement, par les galeries souterraines. Et donc on soupçonne qu'il y ait une espèce de connexion mystique là-bas. Et ils répondent à une certaine entité cosmique, déique, je ne sais pas. Bah, a priori, ils sont attuned, enfin ils sont harmonisés avec le noyau d'Aquiton qui se meurt, et d'ailleurs des études très sérieuses de l'université de Kabarat, qui est l'université sur Castrovel, en xénoarchéologie et xénoanthropologie, suggèrent que eux-mêmes sont un peu affaiblis parce que le noyau de la planète est affaibli et se refroidit. Et c'est pour ça qu'on les verrait et qu'ils auraient la partie du bas qui disparaîtrait. C'est le fait qu'ils soient un peu affaiblis. Et d'ailleurs, on a parlé des expéditions en haut du Mont K, etc., notamment pour les rituels des Chobadney. Il faut savoir que souvent, donc les créatures qui font ce périple en reviennent changées. Comme si en haut, au sommet du Mont K, il se passait une genre de connexion mystique un peu, qui faisait évoluer un peu le mode de pensée et des personnes qui font l'ascension. Donc c'est aussi pour ça que c'est un peu un lieu de pèlerinage occulte, un peu dans l'idée, où certains curieux s'y essayent. Ça se passe pas toujours bien, mais en tout cas ils s'y essayent. Peut-être dernière, donc la marché russe, peut-être dernière cité classique avant de s'intéresser à des choses un peu plus étonnantes comme lieu habité. Je voulais rapidement parler de Estuar, qui est un petit village qui se trouve pas très loin de la calotte glaciaire et qui me permet de revenir un peu sur l'économie d'Aquiton, puisque comme on est dans la partie de l'Iverter, donc tout au nord de la planète, on a ce village dont l'économie tient à la culture de la glace. En fait, on casse la glace, on la stocke et on la vend au reste des villes de la planète. C'est comme ça que l'eau permet de circuler entre les cités-États. On peut évidemment, je pense, aller chercher de l'eau dans les parties inférieures du sol, mais en tout cas, il y a un gros réseau de distribution d'eau depuis ce village d'Estuar, qui est d'ailleurs dirigé par un des syndicats du crime, qui est le cercle de Zuri. J'en sais pas plus, c'est du name dropping à nouveau, mais en tous les cas, c'est un syndicat du crime qui aurait la main mise sur la gestion de la production, de l'exploitation de l'eau et des circuits de réseau d'eau sur la planète. Je crois qu'avec tout ça, on a dû... On commence à avoir balayé pas mal de choses de la planète. Mais on va pas vous laisser comme ça, parce qu'on a encore plein de choses à vous name dropper. Je te propose qu'on parle un petit peu plus des zones peut-être un peu plus surnaturelles, justement. On a commencé un peu à s'en approcher avec le marché russe. Moi, il y en a une qu'on pourrait qualifier de surnaturelle, sur laquelle je voudrais revenir. C'est une zone qui s'appelle Abondance. Parce qu'on vous a menti, on vous a dit qu'Aquiton, c'était que du désert. Ah. Et en fait, c'est pas complètement vrai. On a une zone qui est remplie de verdure sur Aquiton. Cette zone, ça s'appelle Abondance. Et en fait, cette zone-là, elle vient du fait que, à un moment, les chercheurs ont tenté de faire revenir la flore sur Aquiton.
pour essayer de la faire revivre, etc. Donc il y a eu un projet qui était le projet Abondance. Et donc ils ont tenté, donc effectivement ils ont réussi à refaire pousser des plantes, etc. Machin, en irriguant énormément, et ce genre de choses. C'est Dune, quoi. C'est ça. C'est Arrakis transformé, quoi. Sauf que le problème, c'est que sans vie au milieu de cette flore, bah la flore venait à mourir en fait, parce qu'elle ne se régulait pas. En termes de biodiversité, la flore est... Et on peut pas disperser les graines, on peut pas couper les plantes elles ont besoin d'insectes pollinisateurs. Exactement. Et donc du coup ils ont tenté de faire venir différentes créatures pour habiter cette zone. Ah, mais alors quelles créatures ont-ils pris? Alors, pas forcément les plus gentilles. Alors j'ai plus le détail ici, je sais pas si tu les as notés toi de ton côté. Ils ont cloné des anciens animaux, notamment les grince-balafres, qui sont des créatures souterraines qui aujourd'hui sont devenues une menace parce qu'ils ont trouvé intelligent. Pourtant, on le sait depuis 93, on le sait depuis 1993, que cloner des ADN préhistoriques pour raviver des anciens animaux, ça n'est pas une bonne idée. Et ils ont pas vu Jurassic Park, que veux-tu? 95 d'ailleurs, 95 je crois. 93, sûr de ma 13 date. Ok. Je peux vérifier. Je fais confiance. Mais quand même, l'idée au départ est vraiment belle, c'est-à-dire comme on restaure une flore, on restaure une forêt, on a envie de voir à quoi ressemblait la planète avant qu'elle soit rocailleuse, on va mettre les animaux qui existaient à l'époque. Bon, en fait, ça s'est pas très très bien passé. Hein. Non, ils ont complètement perdu le contrôle. Les créatures se sont plu énormément dans cette zone riche en flore avec beaucoup d'éléments, etc. Et en fait, un peu noyés dans cette nouvelle jungle remplie de prédateurs et de créatures qu'on connaît au final assez peu, ils se sont retrouvés complètement Dépassés, surmenés, surchargés par tout ça. Et ils ont dû fuir un peu la zone, qui fait que cette zone aujourd'hui survit, mais c'est une zone très très hostile et c'est à peu près la seule zone verdoyante d'Aquiton. Alors ce qui est fun quand même, c'est que ils ont tenté de buter les grince-balafres parce que comme c'est des créatures frisseurs, ils avaient peur que ça vienne un peu partout et que ça vienne jusque dans leur cité. Et la bonne réponse, ça a été de faire des bombardements aériens sur la forêt. Donc ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas Je marché. dirais pas que c'est un échec, je dirais juste que ça n'a pas marché. Actuellement, la société Vitaritech a proposé d'utiliser une arme expérimentale pour éradiquer les grince-balafres. Il y a un appel d'offres. Il y a un appel d'offres. Ils n'ont pas encore trouvé preneur. Mais ça fait plusieurs fois qu'on évoque cette société Vitaritech. Et comme tu voulais parler du projet de l'abondance, qui est un des projets de la société Vitaritech, c'est la grosse méga corporation qui s'est un peu étendue sur Aquiton. C'est pas une corporation minière au départ. Il me semble que si, peut-être à la base, elle devait faire je de la pense que mine. ça faisait partie de leurs premières activités. En tout cas, ils sont là depuis très très longtemps. Il n'y a pas de souci. Ouais, ils se sont un peu étendus. Ils sont dans le game des combats de gladiateurs, puisqu'ils ont le Colisée Vitaritech dans la cité de Arles. Mais en même temps, c'est aussi une belle organisation qui a envie de développer la recherche en médecine, notamment avec le site de recherche Vitaritech. Il y en a 2 même, enfin il y en a 5 en fait. Oui, il y en a plusieurs effectivement, qui est financé parfois par le consortium de l'Aspis qu'on avait déjà évoqué un peu avant, donc des gens très sympathiques. Non. Et du coup, ils ont construit donc ce site de recherche Vitaritech. Il faut le voir un peu comme un cluster, une grappe d'entreprises innovantes qui sont prêtes à être disruptives. Et que font-elles ? En gros, elles font des expérimentations pharmaceutiques, des tests cybernétiques, elles recyclent du matériau. Des études biologiques. Voilà. Et comme on est sur une planète avec un système de protection semi-légale, on va pouvoir parfois choisir des cobayes qui nous viennent de groupes de raiders, par exemple, qui nous ont vendu des cobayes qui ont signé un papier selon lequel ils sont absolument d'accord d'être la cible d'expérimentations bizarres ou d'accepter tel ou tel traitement. Donc voilà, on est... De toute façon, une fois encore, on est dans cette histoire de survie. Donc en fait, si t'as besoin de thunes, t'as besoin de bouffe, t'as besoin de flotte... Ou si t'es un esclave. Tu peux accepter de donner ton corps à la science. Et puis, c'est la surprise sur ce qui se passe après, quoi.
Ça peut, voilà. Donc c'est pour ça que Vitaritech, bon c'est sans doute pas la seule, C'est la c'est principale, c'est l'entreprise qui est nommée, mais vous êtes libre à vous d'inventer l'entreprise que vous souhaitez, mais en tous les cas, Akiton est aussi une planète, on avait parlé tout à l'heure des mutants, c'est aussi une planète cible pour l'expérimentation. Puis on en a parlé, c'est une planète de gros cerveaux, puisqu'on a les contemplatifs, et les contemplatifs, justement, en fait, c'est une espèce qui a décidé d'elle-même, dans son évolution, de sacrifier ses capacités physiques pour la connaissance, pour l'intelligence, pour la capacité à réfléchir, etc. Et donc en fait, les contemplatifs, certes, il y a des contemplatifs qui vont vivre dans leur coin, reculés au froid dans les cavernes d'Akiton, mais on en a aussi tout simplement qui vont devenir chercheurs, notamment chez Vitaritech, quoi. Oui. Parce que c'est là, on va leur laisser pouvoir exploiter leur gros cerveau. C'est un peu vos psioniques de Donjons Dragons 2ème édition, les psioniques qui étaient aussi dans l'univers de Dark Sun. C'est les mecs ce sont des gros cerveaux parce qu'ils ont des grosses ondes psychiques. Et en fait, ce sont des gens qui, par la méditation et par la contemplation, ont dépassé leur enveloppe corporelle pour utiliser leur télépathie. Ils se déplacent d'ailleurs par télékinésie et ils ont donc une force psychique très importante. Et si on les appelle d'ailleurs les contemplatifs d'Ashok, c'est parce que leur foyer ancestral serait le cratère d'Ashok, un autre cratère qui aurait eu un impact météorique. Ouais. Et dedans, en fait, on a un immense amplificateur psychique. Donc là, c'est un peu les... Comment ils s'appellent là, les Psykers dans Warhammer 40 000, vous savez, ceux qui communiquent à travers l'empire de Warhammer 40 000 par leurs ondes psychiques. Et c'est la même chose. Ce cratère d'Ashok va permettre d'amplifier et aux contemplatifs d'Ashok d'envoyer des messages et de les diffuser dans toute la galaxie par le simple fonctionnement de leur cerveau. En effet, ouais, c'est ça. C'est des gros cerveaux, donc ils ont des grosses capacités psychiques et qui arrivent à être amplifiées au cœur d'Akiton, quoi. Mais ils sont pas tous d'accord entre eux. Ah bah non, c'est des gros cerveaux, donc chacun a son point de vue et sa théorie. Il y a 2 groupes majeurs. Ah, mais attends, je les ai pas notés, 2 groupes. Il y a 2 groupes majeurs chez les contemplatifs d'Ashok. Il y a les disciples du djihad butlerien dans Dune, c'est-à-dire, en fait, c'était une référence pour savoir si tu l'avais, un groupe de contemplatifs d'Ashok qui s'appelle la Muse Immaculée, et ceux-là, en fait, refusent l'avancée technologique. C'est ceux que tu nous as dit qui se retrouvaient dans leur petite caverne là comme ça. Ils pensent que en fait ils ont accédé à un genre l'optimum de leur évolution, et que utiliser des outils technologiques pour renforcer un peu leur optimum, ce serait un peu trahir ce qui les a fait devenir des gros cerveaux. Donc quand je disais le djihad butlerien de Dune, c'est qu'en fait vous avez les mantas dans Dune, c'est un peu cette idée là quoi. C'est-à-dire on se passe des ordinateurs parce qu'on est capable par notre force mentale de remplacer les ordinateurs. Et à côté de ça, on a ceux qui s'appellent le cortex transcendantal et qui eux accueillent avec beaucoup de bienveillance la digitalisation de l'esprit, c'est-à-dire qu'ils vont transférer une partie de leur esprit dans des grosses machines et potentiellement voilà. Ils acceptent de s'augmenter, ils acceptent de faire des recherches, de travailler typiquement avec Vitaritech et ce genre de choses pour continuer leur évolution, quoi. Voilà, donc c'est 2 philosophies de ce gros truc psychique. Et moi je suis très content parce que je retrouve un peu ce qu'on avait sur les psioniques de Dark Sun. Effectivement. Ces créatures psychiques qui... voilà. Et du coup, leur lieu... Donc, le cratère d'Ashok, c'est leur lieu de naissance, mais leur lieu de vie, c'est les couloirs de la raison. Et donc là, c'est ce que tu nous as décrit, c'est des grandes tours cubiques sans fenêtres. Il y en a certaines qui ont de la technologie, d'autres qui n'ont pas de technologie, et puis il y a des tunnels aussi juste en dessous. Ça leur permet de s'isoler des émissions technologiques des mondes du pacte. Et voilà, et parfois en fait ils engagent des gens parce qu'il y a des créatures dans les tunnels sous Akiton, donc il faut aller creuser quoi. Et il faut aller virer les vermines qui s'y trouvent. Voilà. Et bien ma foi, je pense que ça nous fait pas mal de choses. Je pense que en termes d'idées pour vos scénarios, je pense qu'on vous a donné quand même
pas mal de choses. Vous voyez bien, on peut aller du scénario type Peplum, Gladiator, en passant par du Star Wars épisode 1 avec des paris, des... Voilà, on n'en a pas trop parlé parce que c'est pas écrit dans le bouquin, mais typiquement c'est un genre d'endroit où tu peux imaginer des courses de modules et ce genre de choses. D'ailleurs, je crois que le personnage que j'avais créé dans notre 2e épisode où on crée notre personnage, il me semble que c'était là-dessus que j'étais parti comme pitch. Ouais. On peut partir sur effectivement des scénarios un peu plus... voilà, un peu plus d'aventure, alors que ça soit dans la forteresse en touriste ou même au sein des canyons. Tout de suite, on peut vite perdre les joueurs dans ces canyons et les faire attaquer par d'immenses créatures. On va retrouver tout ce qui est aventure au sein des immenses steppes désertiques. On peut faire une aventure en jungle un petit peu très hostile dans l'abondance. Je sais pas, est-ce que tu vois plein d'autres... Voilà, il y en a encore plein d'autres, si t'as envie d'énumérer. Ah bah non, mais tu viens d'énumérer. On va par contre pas pouvoir recréer un scénar dans une grosse ambiance urbaine avec des tours et des gratte-ciel. Ça, c'est pas possible. Ouais, et encore, avec Arl et... Ouais, mais bon, ça n'a pas de sens, quoi. Il vaut mieux faire des trucs avec des gladiateurs qui ont le torse bien huilé, du cuir des années 80, des pneus qui crissent sur le sol rocailleux, des grosses bébêtes qui sont un peu vénères, des barbares qui ont une vision traditionnelle et ancestrale de leur planète. C'est la fête, quoi. Ouais, en effet, je pense que... C'est votre planète années 80 en fait. Complètement. et puis énormément de name dropping, ce qui fait que en fait vous pouvez créer ce que vous voulez. Déjà vous pouvez créer d'autres choses bien évidemment. Et puis surtout en fait il y a plein de pistes que vous pouvez explorer pour vos scénarios sur cette planète. J'ai envie de dire à mi-chemin entre Dune, Tatooine, Geonosis, Mad Max, Dark Sun, Total Recall et bien d'autres, Akiton se révèle être une planète bien plus intéressante qu'elle peut lui paraître au premier abord. Véritable royaume de la contrebande et loin des juridictions des planètes plus régulières, la survie, sous toutes ses formes, semble être le maître mot. Que ça soit légalement ou non, par la force ou l'intelligence, c'est une planète qui regorge de surprises et qui est un lieu idéal pour les aventures, où les rencontres et les activités plus ou moins dangereuses sont légion. Et je propose qu'on vous laisse sur ces mots. Exactement. Bien, c'était tout pour nous. On va vous dire à la prochaine. On se retrouve promis plus vite que la dernière fois. Et on espère que ça vous a plu et que cet épisode vous donnera des super pistes de scénario. Allez, on vous embrasse. Bisous cosmiques. Ciao. Salut tout le monde.